Bonjour, bienvenue dans C'est Cash, l'émission économique qui ne vous cache rien. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler du cash, de façon cash. Bonjour Estelle. Bonjour Olivier, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est Cash. L'argent liquide va-t-il disparaître de nos quotidiens ? Nous utilisons de plus en plus notre carte bleue et nos smartphones pour régler nos achats. Certains pays en Europe ont déjà pris la voie de la fin du cash. C'est le cas des pays scandinaves comme la Suède. En France, où en est-on ? Le cash est-il menacé ? Se dirige-t-on vers une totale dématérialisation de la monnaie ? Ce sont les questions à l'ordre du jour de ce numéro de C'est Cash. Olivier, pour commencer, est-ce que vous croyez à la disparition totale de l'argent liquide en France ? Alors je ne l'espère pas, je ne la souhaite pas, mais je pense que malheureusement on se dirige vers ça. C'est-à-dire que c'est encore une fois une manière de nous contrôler, une manière de récupérer le plus de data possible, de chiffres possibles sur nos habitudes de consommation, sur ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Et donc, le jour où vous n'avez absolument plus de cash, les autorités et les sociétés auront un total contrôle sur vous. Alors Olivier, avant d'aller plus loin, on va se pencher sur des chiffres. Selon la Banque de France, les paiements en liquide pourraient reculer de 20% d'ici 2025 dans l'Hexagone. Tous les détails avec le tiroir cash d'Antoine Vassas. Cette semaine, dans le tiroir cash, on va vous expliquer pourquoi vous n'aurez bientôt plus de billets de banque sur vous. La Banque Centrale Européenne estime qu'en France, les paiements en liquide ne représentent que 1/3 du total des achats effectués et ça devrait chuter dans les années à venir. La Banque de France, elle, estime que les paiements en billets devraient reculer de 20% d'ici 5 ans, en passant de 153 à 122 milliards d'euros en 2025. L'évolution de la technologie est l'un des principaux facteurs. Le paiement sans contact par carte bancaire s'est maintenant bien installé dans la vie des Français. On notera d'ailleurs que la France était déjà en 2017 le 4e pays au monde à utiliser le plus ce moyen de paiement. Mais il y a également le paiement par smartphone qui tend à se démocratiser et qui devrait prendre de plus en plus d'ampleur dans les années à venir. Autre donnée significative, la disparition de plus en plus de distributeurs de billets. 2500 ont été supprimés en 2018. Et puis on notera la limitation des paiements en espèces, plafonnée à 1 000 € pour les commerces et 300 € dans l'administration. Une volonté affichée du pouvoir en place pour réduire l'économie informelle pouvant échapper au fisc. Enfin, un des premiers signes avant-coureurs de la fin du cash, la disparition des billets de 500 €, essentiellement pour lutter contre la fraude, contre les faux billets. Bref, on a l'impression que tout concorde pour mener peu à peu à une disparition totale de la monnaie fiduciaire. Et toi, t'en penses quoi, Olivier ? Alors Olivier ? La disparition totale de nos libertés, mais c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que une fois que vous avez fait disparaître le cash, alors après, au-delà de ces notions de vie privée, peu importe le prétexte que vont prendre les autorités, en effet, on l'utilise moins, et de fait, les gens de bonne foi pensent que c'est tellement plus facile, c'est vrai, de sortir une carte que plutôt... Voilà, il y a ces questions pratiques aussi. Oui, il y a une question pratique, et puis... on a aussi mis le terrorisme là-dedans, etc., les activités sales. Mais c'est un prétexte pour, je vous dis, vous contrôler dans tous les aspects de votre vie. C'est-à-dire que vous ne pourrez absolument plus rien faire sans que tout de suite tout le monde le sache. Donc, c'est pas... Alors, c'est inutile de dire, parce que je connais la réponse de certains qui disent si on n'a rien à cacher. Oui, mais d'accord, si on n'a rien à cacher, mais le problème n'est pas là. Le problème est que vous aurez, c'est l'émission qu'on avait faite sur l'intelligence artificielle, vous avez tellement de collecte de données sur votre vie qu'un jour, l'assureur vous dira non, vous fumez des cigarettes, c'est pas bien, donc moi je vous assure pas parce que vous allez vous taper un cancer. Ou vous roulez trop vite, ou... bref, donc on est dans une société vers laquelle
je ne suis pas sûr que tout le monde ait bien compris qu'on allait. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce qui se passe en Chine, où vous avez une notation et, dans tous les aspects de votre vie, et si vous êtes mal noté, vous ne pouvez plus circuler, vous ne pouvez plus avoir de passeport pour partir à l'étranger, etc. Si c'est ça qu'on veut, mais moi, je n'ai pas tellement envie. Alors Olivier, on va s'intéresser à nouveau à d'autres chiffres. Selon des estimations du groupement GIE Carte Bancaire, plus de 2 milliards de transactions ont été réalisées en sans contact en 2018 en France. C'est 63% de plus par rapport à l'année 2017. Le plafond de paiement en sans contact est limité à 30 €. Olivier, on parle ici de petits montants. En général, le cash est utilisé pour régler ces petits montants. Jusqu'à quel point, justement, ces innovations-là grignotent du terrain sur le cash? Toujours, puis c'est tellement facile, si vous voulez, c'est d'inciter les gens, plutôt que d'avoir du cash sur eux, plutôt que d'aller en tirer dans un distributeur, etc., pour aller payer sa baguette de pain, etc. Eh bien maintenant, on a des porte-monnaies électroniques qui permettent de payer ce genre de dépenses, un café, une baguette de pain, sauf que, je vous dis, le problème, c'est que ça collecte à chaque fois. Ça collecte des informations sur vous et que ça me pose un vrai problème. Allez Olivier, on passe maintenant à la deuxième partie de cette émission. Cette semaine, nous recevons Michel Santi, économiste, spécialiste des marchés financiers et des banques centrales. Bonjour Michel Santi, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Bonjour, merci. Olivier nous disait en début d'émission qu'il croyait à la fin à la disparition totale du cash. Est-ce que c'est votre avis aussi? Est-ce que c'est inéluctable? C'est tout à fait inéluctable. J'en parle, je l'écris depuis 7-8 ans. Et là, je pense qu'en Occident, nous allons fatalement aller vers la disparition des grosses coupures, en tout cas. 500 €, on en a parlé tout à l'heure, mais des grosses coupures à l'horizon 4-5 ans. Déjà aux États-Unis, on parle de la disparition prochaine du billet de 100 $, qui est actuellement la plus grosse coupure. Qui existe toujours. Je signale que c'est une tendance lourde, puisque aux États-Unis, à la fin des années 60, début des années 70, il y avait le billet de 1 000 $, il y avait le billet de 5 000 $, et il y avait le billet de 10 000 $. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est inévitable. Est-ce qu'il faut s'en réjouir? Écoutez, il y a différents points de vue. Donc, j'ai écouté le point de vue d'Olivier Delamarche, qui, bien sûr, représente une position tout à fait respectable, mais j'ai envie de lui dire, quoi qu'il arrive aujourd'hui, on est tracé, on est surveillé. Donc, oui, mais c'est inutile de rajouter autre chose. Enfin, à partir du moment où vous supprimez le cash, là, pour le coup, tous les aspects de votre vie, puisqu'on est dans une société où tout vaut de l'argent. Donc tous les aspects de votre vie sont à livre ouvert pour les sociétés les GAFA en fait, et aussi pour votre banquier, et pour les autorités. Bien Donc moi, je trouve ça déjà qu'on n'a pas beaucoup de liberté, mais on n'a même plus la liberté maintenant de dire ce qu'on pense, très souvent. Donc ne plus avoir non plus la moindre liberté de prendre son café sans que tout le monde sache qu'on a pris un café. Enfin, ceci dit, avec son téléphone, on est déjà tellement tracé. Mais bon, mon point de vue que je défends, ce n'est pas pour la disparition du cash, parce que vous avez compris, je suis un défenseur de la disparition du cash. Un promoteur de la disparition du cash, disons. Pas vraiment pour des raisons d'évasion fiscale, ce n'est pas ma problématique. Moi, je suis un macroéconomiste. Encore que des études ont été faites que si le cash disparaissait dans un pays comme l'Italie, ou comme la Grèce, ou comme l'Espagne, leur PIB s'améliorerait de 25%. Ça veut dire que la disparition du cash, c'est une relance de l'économie, en gros? Oui, bien sûr, mais je vous prends au vol pour la relance de l'économie. Nous sommes actuellement dans un monde où les taux d'intérêt sont à zéro, voire négatifs. Donc, le patron de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, qui avait entamé une remontée des taux d'intérêt, en tout cas une normalisation de la politique monétaire de la Banque centrale européenne il y a quelques mois, a déclaré il y a 2 semaines que non, qu'il serait disposé même à augmenter sa politique d'injection de liquidités. Pourquoi est-ce que je parle de ça ? Je parle de ça parce que nous sommes dans un cycle
depuis 2007-2008, grosso modo dans notre monde, où les taux d'intérêt sont à zéro parce qu'il y a eu la crise financière, parce qu'il y a la crise des dettes souveraines en Europe. Et dans certains pays occidentaux, intégrés, comme le Japon et comme la Suisse, qui est un pays que je connais bien, nous avons même des taux négatifs. Qu'est-ce que ça veut dire des taux négatifs? C'est-à-dire que concrètement, vous avez un dépôt dans une banque, quelle que soit sa taille, vous avez un dépôt de 100 000 euros ou un dépôt de 10 millions, francs suisses en l'occurrence, les banques vont vous prélever pour la Suisse un intérêt négatif de 0,75%, moins 0,75%. Le problème, c'est le cash dans ce genre de circonstances parce que l'existence du cash, le cash en lui-même, est un instrument qui coûte 0% d'intérêt et qui rapporte 0% d'intérêt. C'est-à-dire que ça ne vous coûte rien de le détenir. Ce qui s'est passé, le phénomène qu'on a vu au Japon et en Suisse, au plus gros de la crise vers les années 2012-2013, lorsque les taux d'intérêt de ces pays ont été négatifs, les épargnants et les investisseurs, dont les fonds de pension, c'est-à-dire des grosses sommes, se sont dit « mais on ne va pas garder comme des imbéciles nos dépôts dans les banques ». Et une grosse partie de ces dépôts ont été retirés pour les remettre dans les espèces yens et dans les espèces francs suisses. Et ça, ce que je veux dire par là, c'est que l'existence du cash dans ces pays a neutralisé la politique monétaire de la Banque centrale, a amoindri l'efficacité du taux négatif. Donc voilà pourquoi je suis défenseur, moi, de la disparition du cash, parce que c'est inéluctable, nos économies vont mal. Donc il va falloir piquer l'argent sur les comptes. Et ça sera quand même nettement plus pratique quand ça sera une ligne électronique je veux juste aller que quand ça sera du papier. C'est pas pour piquer, en fait. Mais si, un peu. C'est pour encourager un petit peu ces personnes et ces entreprises, au lieu qu'elles payent cette taxe, c'est une taxe, qu'elles prélèvent au moins partiellement ces sommes pour les réinvestir dans l'économie et pour consommer. C'est un réflexe keynésien, en fait. Ah oui, non, mais c'est sûr, il faut obliger les gens à consommer. C'est-à-dire que l'épargne, c'est un truc qui est fondamentalement destructeur de l'économie. Les gens ont peur. Les gens savent très bien qu'ils n'auront pas de retraite parce qu'on n'a pas un système qui permettra de payer une retraite. Les gens ont peur de la crise financière parce qu'on a fait n'importe quoi et les banques centrales ont fait n'importe quoi. Et là, vous allez les obliger à, en effet, mettre tout sur leur compte en une ligne électronique qui sera, en effet, assez facile à faire disparaître. Alors, on va voir ça, messieurs, avec... C'est pas très démocrate comme système, mais enfin bon, oui, on peut en effet obliger les gens à donner leurs sous à leurs autorités bienveillantes pour que toute cette économie qui est en plus basée sur une surconsommation idiote et qui nous mène à notre perte, puisse continuer tranquillement. C'est vrai que c'est un sujet intéressant. On va voir ça avec un exemple concret. On va parler de la Suède, puisque le cash a quasiment disparu au profit des paiements électroniques. Selon la Banque centrale suédoise, en 2016, seuls 15% des achats dans le commerce se réglaient encore en espèces. Certains économistes prévoient d'ailleurs la disparition totale du cash en Suède à l'horizon 2030. Comment ça se passe chez nos voisins scandinaves? Est-ce que les propos alarmistes d'Olivier sont réel là-bas? Comment ça se passe? Écoutez, c'est tout à fait entré dans les mœurs. Donc, en Suède, se promener avec ou plutôt vouloir payer, on peut encore se promener avec un billet de 20 euros si on veut, en toute liberté, mais payer avec un billet de 10 ou de 20 euros, chez l'épicier, ça semble suspect. Alors, les Suédois, les pays nordiques ont, comme on le sait, une mentalité radicalement différente de la nôtre en France. Je veux dire, il y a une transparence absolue dans ces pays-là. Et c'est la transparence absolue que déplore Olivier Delamarche. Chez eux, ça ne les dérange pas du tout. Mais il y a un autre pays dont on parle très peu, qui est un très gros utilisateur de cash. En fait, qui est le plus gros utilisateur de cash en Europe. C'est l'Allemagne. En Allemagne, c'est très courant d'aller acheter sa Mercedes à 40 000 euros et de payer cash.
Et l'opposition la plus féroce à la disparition du cash que l'on voit, elle vient d'Allemagne. Tout à l'heure, j'ai entendu des statistiques disant que l'utilisation, le paiement par carte bancaire se développait énormément et sans contact en France, ainsi qu'en Grande-Bretagne, c'est vraiment tout à fait entré dans les mœurs, mais en Allemagne, il y a moins de 20% des consommateurs qui payent avec leur carte de crédit. D'accord. Alors ça vient de raisons historiques, parce que les Allemands ont eu plusieurs traumatismes, dont la période d'hyperinflation des années 20, où les gens payaient avec des brouettes de Deutschmark. Ces traumatismes-là, ce premier traumatisme fondateur, il y a eu d'autres traumatismes, notamment le dernier traumatisme en date, c'est quand M. Kohl, lors de la réunification, a accepté que l'Ostmark, que le marque de l'Europe de l'Est, soit accepté à la même valeur que le Deutschmark, ce qui a appauvri du coup énormément toute l'Allemagne. Donc les pays qui subissent un tel traumatisme, ce sont des pays qui sont très attachés au cash, parce qu'ils sont très attachés à leur propre autonomie. Donc l'Allemagne est un pays qui va certainement lutter corps et âme contre la disparition du cash. Il est malheureux qu'on n'ait pas eu les mêmes traumatismes. Alors. Olivier, je voudrais juste qu'on s'intéresse à une étude de l'IFOP Brinks de mars 2017 où 84% des Français condamnent la disparition du cash au profit de la dématérialisation des paiements. Ils sont 62% à estimer que les mesures anti-cash sont une atteinte aux libertés individuelles. Les Français sont plutôt attachés à leur liquide, sans parler des contraintes sociales, puisque selon la Banque de France, 10 à 15% des Français n'ont pas d'alternative au cash. Est-ce qu'on ne peut pas continuer à allier cash et paiement dématérialisé ? C'est compliqué, vous savez, je dînais hier soir à Paris avec un neveu qui a moins de 30 ans et il m'a invité au restaurant et il a payé avec sa carte de crédit. Après, pour laisser le pourboire, il avait pas d'argent sur lui, donc il n'avait même pas 5 € sur lui pour laisser le pourboire. Alors, comme c'est un garçon qui est très imaginatif, il a dit au propriétaire du restaurant, pourquoi n'achèteriez-vous pas une app pour que les gens puissent vous donner le pourboire avec le téléphone. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui, que les générations plus jeunes ont totalement intégré. Parce qu'ils n'ont pas compris. Non, mais franchement, parce qu'ils n'ont pas compris. C'est une question pratique, il y a une question... Ah non, mais il y a une question pratique indéniable. Je veux dire, on est tous pareils. Moi, j'ai des applications pour les taxis, etc. Je sors plus jamais d'argent. J'ai une application qui paye automatiquement. Enfin bon, OK. Mais je me réserve tout de même la possibilité d'avoir du cash et de pouvoir payer cash un restaurant, de pouvoir payer cash... ce que je veux, et sans avoir cette unique façon d'avoir de l'argent qui est une ligne électronique dans une banque. Parce qu'une ligne électronique dans une banque, il faut comprendre pourquoi les Allemands en ont si peur, c'est qu'une fois que vous avez votre compte et que il n'y a plus que ça, et que vous n'avez pas la possibilité de sortir du liquide ou quoi que ce soit, qu'est-ce qui se passe ? Le jour où une banque fait faillite, il y aura un bail-in et à ce moment-là, on se servira sur vos comptes. Et à ce moment-là, vous n'aurez absolument plus aucune ressource à côté. Le jour où vous aurez en effet de l'hyperinflation, parce qu'à force de créer des billets comme des débiles mentaux que sont les banques centrales aujourd'hui, qui font tourner la planche à billets à fond de train, eh bien, vous aurez à un moment une disparition de la valeur de la monnaie. Et quand vous aurez la disparition de la valeur de la monnaie, vous serez bien content d'avoir de l'argent liquide et non pas une ligne électronique sur un compte bancaire qui, elle, pour le coup, va être mise à zéro. Mais M. Delamarche, les banques centrales n'ont pas le choix. Non, si elles ont le choix, si monsieur, elles ont le choix. Je vais vous expliquer pourquoi. Non, mais si, elles ont le choix. On a fait un choix en 2008 qui a été de sauver les banques et qui a été de déplacer la dette du privé dans le public. C'est une erreur, ça a été une erreur majeure. Alors, je sais que vous n'êtes pas d'accord là-dessus, mais ça a été une erreur majeure et aujourd'hui, on est en train de la payer. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que les banques centrales n'ont pas eu le choix de cette création monétaire. En fait, les banques centrales ont occupé un rôle
que les États n'ont pas voulu occuper, que les exécutifs n'ont pas voulu occuper. Les banques centrales ont appliqué une politique monétaire parce que la politique monétaire, c'était la seule chose qui pouvait sauver nos économies, vu que les États ont été trop velléitaires dans l'application de la politique budgétaire et fiscale. Quand vous êtes timoré dans l'application, quand vous n'appliquez pas des lois, quand vous ne mettez pas en place des mesures qui relancent les économies, quand vous avez la dépression économique, les seuls choix que vous avez, c'est les armes de la Banque centrale. D'où le fait que Mario Draghi, en 2012... Pas, et on le sait. Mais sinon, ça aurait été la débandade totale. Mais sinon, ça ne veut rien dire. La débandade si Madame en avait... Enfin, je veux dire, c'est idiot. Ce raisonnement de si on ne l'avait pas fait, ça aurait été la fin du monde, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas un argument scientifique. C'est bien pour ça qu'on appelle une banque centrale une prêteuse en dernier ressort. Mais une prêteuse en dernier ressort sans être obligé de faire n'importe quoi. Ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, on en paye les conséquences. Et on va continuer à les payer, et lourdement, parce qu'ils n'ont absolument pas relancé les économies. C'est faux. Donc, ça veut dire que ça n'a servi à rien. Juste à faire flamber un peu la bourse. Même aux États-Unis. Excusez-moi, mais faire flamber un peu la bourse, je trouve ça idiot. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Pour déprécier la monnaie. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Aux États-Unis, où nous avons actuellement des valorisations boursières complètement surréaliste. Et en Europe, non ? Surtout aux États-Unis. Ah oui, et en Europe, c'est bien. Et M. Trump met une pression intense sur la Banque centrale américaine, sur la Réserve fédérale, qui avait entamé une hausse de ces taux. Trump maintient une pression quasi quotidienne sur le président de la Fed, de telle sorte à ce que, pour infléchir cette politique monétaire qui va bientôt se renverser, pour baisser les taux. Alors imaginez-vous, nous avons un pays comme les États-Unis qui économiquement se porte très très bien, où il y a un taux de chômage en dessous de 5%. Et la Banque centrale va baisser ses taux. Mais ne dites pas de bêtises, le chômage, le taux de plein emploi aux États-Unis, vous y croyez ? Bien sûr, j'y crois. D'accord. Et le tôt de participation de la population active, c'est quelque chose qui vous dit quelque chose ? Alors vous devriez être d'accord avec la baisse des taux d'intérêt américains. Mais c'est pas que je suis d'accord avec la baisse des taux d'intérêt. Si. Non, mais c'est inéluctable. Alors quelle autre solution ? C'est inéluctable. C'est comme au Japon, quand vous avez une dette qui est si énorme que ça, vous ne pouvez pas monter les taux d'intérêt. Si vous pensez que nos économies vont mal, M. Delamarche, qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Je pense que les économies vont mal. Je pense qu'il faut arrêter de faire des bêtises. Je pense qu'aujourd'hui, il faut faire réellement des économies. Je pense qu'on ne s'en tirera que comme ça. Et pas continuer à endetter et à faire marcher la dette. Pas continuer à faire marcher la dette. Pas continuer à faire marcher la planche à billets. Que les économies puissent redresser notre croissance. Je ne pense pas. Je pense le contraire. Je pense que dans des circonstances de dépression économique, il faut au contraire que l'État puisse s'engager. Mais vous venez de nous dire que tout allait bien. Aux États-Unis, oui. Ah oui, d'accord, tout va bien aux États-Unis. C'est pour ça d'ailleurs que M. Powell fait marche arrière, c'est pour ça que tout va bien. S'il n'y avait pas de chômage, s'il y avait une croissance à 3%, ou même à 4%, ou à 3,5%, est-ce que vous pensez sérieusement que M. Powell ferait marche arrière ? Oui. Non. Pour une simple raison, M. Delamarche, c'est que M. Trump est uniquement préoccupé par sa réélection et il veut tout faire pour que les taux d'intérêt restent très très bas afin justement que les valorisations boursières continuent à prospérer pour qu'il se fasse réélire. Et ce sera le mot de la fin. Il n'aurait pas besoin s'il y avait de la croissance, monsieur. Merci beaucoup, Michel Santi, d'être venu sur le plateau de CECA. Je rappelle que vous êtes économiste, spécialiste des marchés financiers et des banques centrales. L'actualité de la semaine, Olivier, consacrée à la nomination de Christine Lagarde à la tête de la BCE, la Banque centrale européenne. La patronne du Fonds monétaire international succédera donc début novembre à Mario Draghi. Ancienne avocate d'affaires et ex-ministre de l'économie, Olivier, Christine Lagarde a un peu déjoué tous les pronostics. Quel regard vous portez sur sa nomination ? Écoutez, comme quoi toutes les carrières sont possibles. Elle vient quand même du FMI. Oui, elle dirigeait un bureau d'avocats. En quoi ça la rend légitime pour, un, aller au FMI et deux, diriger une banque centrale comme la Banque centrale européenne ? En rien. Donc, si vous voulez, moi j'ai un souvenir de Madame Lagarde en économie qui m'avait fait hurler de rire. C'était
Fukushima, le tsunami au Japon, le Japon n'exporte plus rien. Hein, le lendemain du tsunami, le Japon n'exporte absolument plus rien. En revanche, ils ont besoin d'acheter sur les marchés internationaux du pétrole, etc., pour continuer à faire tourner le Japon. Et là, elle ne trouve rien d'autre qu'applaudir des deux mains parce qu'il y a une action concertée des banques centrales pour faire baisser la devise. En disant que ça allait relancer les exportations, alors qu'il n'y avait plus rien qui sortait des usines japonaises. Et donc, qu'au contraire, ils auraient dû avoir une monnaie forte, ce qui leur aurait permis d'acheter pas cher du pétrole, de l'énergie, etc. Est-ce qu'un nouveau parcours, une nouvelle vision, c'est aussi une nouvelle vision pour la BCE? Ça peut être aussi un changement des changements? Mais non, ça n'a pas de nouvelle vision. Elle va simplement obéir à ce qu'on lui dira de faire. Et puis, mais ça n'a pas... Vous savez, aujourd'hui, les banques centrales, on vient d'en parler, les banques centrales se sont coincées elles-mêmes puisqu'elles n'ont plus le choix aujourd'hui et elles sont obligées de délivrer sans cesse plus. C'est un drogué, c'est une drogue, la planche à billets. Donc, ils sont sans cesse obligés de délivrer plus parce que sinon, le système s'arrête. Et donc, c'est bien contre ce système que je lutte. Parce que c'est un système qui pourrit l'économie réelle et donc elle ne fera pas mieux que M. Draghi et probablement même pire. Merci Olivier, on passe au débrief des commentaires. La semaine dernière, notre émission était consacrée à la crise de 2008 et à l'éventualité d'un nouveau krach boursier. Vous avez été nombreux à réagir. Parmi les commentaires sélectionnés, celui de Mons Guéguil. Nouriel Roubini a prévu une crise pour 2020. Acheter de l'or physique. Alors, Nouriel Roubini n'aura pas forcément raison sur le terme. Est-ce que ça sera en 2020? Est-ce que ça sera d'ici la fin de l'année, en 2019? Je n'en sais rien. La seule chose, c'est qu'en effet, l'achat d'or physique permettra peut-être de passer ce mauvais moment. On passe aux commentaires de Franck Shinkaretsky. L'économie reposant largement sur des ressorts psychologiques de confiance. J'en arrive à me demander quelle sera la faille dans le système monétaire qui ébranlera une banque centrale au point de faire douter de la réelle valeur de ces institutions. Les quantitative easing ne sont gagés que par les impôts que les États peuvent lever à 2 fois le PIB mondial. Ça va quand même être dur à avaler sans inflation. Non, alors tant que c'est des quantitative easing, c'est déflationniste. Le quantitative easing, je vous l'ai déjà expliqué, mais le quantitative easing est déflationniste. Donc tant qu'on continue à faire ce mouvement, ça n'est pas inflationniste. En revanche, le problème, c'est justement une question psychologique, c'est-à-dire que quand les gens vont comprendre qu'on ne peut pas en sortir de ce quantitative easing, et on est en train de le voir, puisque toutes les banques centrales, les unes après les autres, retournent leur veste. Donc on ne peut pas sortir de ce système. Quand les gens vont comprendre qu'il n'y a pas de plan B, qu'il n'y a pas de retour en arrière possible, c'est là qu'ils vont s'apercevoir que leur billet ne vaut par définition plus rien. Leur billet, je parle aussi de leur compte en banque, que ça ne vaut plus rien. Et c'est là qu'on part sur quelque chose qui peut ressembler au Venezuela, à l'Argentine ou à la République de Weimar. Merci beaucoup Olivier, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Sachez que vous pouvez retrouver notre replay consacré à la crise financière de 2008 sur notre site internet rtfrance.tv. Vous pouvez aussi réagir à cette émission sur les réseaux sociaux avec le hashtag RTCash. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant Olivier, le mot de la fin. Bien écoutez, je pense que si on continue comme ça, on aura tous la même vie que les Chinois dans peu de temps.